Metrojet 9268. Un contrôleur aérien égyptien est pris de panique. Son altitude a chuté et il a disparu. Metrojet 9268. On ne peut pas survivre. Une épave calcinée dans le désert du Sinaï. C'est tout ce qu'il reste du vol Metrojet 9268. Et les enquêteurs doivent faire face à des tensions politiques et à des rumeurs folles. Il y avait de bonnes raisons de supposer qu'il s'agissait d'un missile sol-air. C'est quoi ce bruit? Un indice insolite soulève une hypothèse glaçante. Les avions modernes ne tombent pas du ciel comme ça. C'est tout bonnement impossible. Il est un peu moins de 6 heures du matin à l'aéroport de Sharm el-Sheikh en Égypte. 217 passagers s'apprêtent à partir pour Saint-Pétersbourg en Russie, à 4h40 de vol. Ils embarquent à bord du vol Metrojet 9268. Les compagnies aériennes qui desservent Sharm el-Sheikh sont souvent des compagnies low cost. Les prix sont très compétitifs, surtout pour les Russes, les Ukrainiens, les touristes d'Europe de l'Est et les Britanniques. Les touristes sont attirés par des vacances peu chères au bord de la mer Rouge, dans une petite oasis bordant le désert du Sinaï. Sharm el-Sheikh se trouve à la pointe sud de la péninsule du Sinaï. C'est le paradis des amateurs de plongée sous-marine. Le climat est agréable tout au long de l'année. Grâce à ses nombreux atouts, c'est une destination très appréciée des vacanciers. Le commandant de bord du vol Metrojet est Valéry Niemov, un pilote expérimenté qui totalise 12 000 heures de vol. Extérieur vérifié. Tout est normal? Oui, commandant. La procédure standard partout dans le monde veut qu'un des deux pilotes reste dans le cockpit pendant que l'autre fait ce qu'on appelle la vérification extérieure. C'est ma fille. Je dois répondre. Je fais vite. Le copilote Sergei Troukhatchev est un ancien pilote militaire. Allô? Bonne question. L'appareil est un Airbus A321, une version longue de l'Airbus A320. Sur votre droite. Le vol de ce matin est presque complet. En comptant les 7 membres d'équipage, il y a 224 personnes à bord. Ça ne rentrera pas. Donnez-le-moi. Ranger convenablement les bagages à main de chaque passager dans un avion presque plein est un défi. Vous pouvez mettre votre sac sous le siège? À ce soir. Ouais. Voilà. Bien. En route. On y va. Sharm el-Sheikh, Metrojet 9268, demandons roulage. Metrojet 9268, piste 04 droite. Metrojet a été créé en 1993 sous le nom de Kogali Mavia. En 2011, un de ces avions a pris feu. 3 personnes sont mortes et 32 ont été blessées. Peu après, la compagnie a changé de nom. Quand Metrojet a changé de nom, la Russie sortait du marasme dans lequel était plongé son secteur aéronautique depuis la chute de l'Union soviétique. Elle se redressait et Metrojet a vu le jour dans une nouvelle ère, beaucoup plus sûre. Sharm el-Sheikh, Metrojet 9268. Demandons autorisation décollage. Piste 04 droite.
Metrojet 9268, autorisation décollage piste 04 droite. « 89. 80. V1. V1. Rotation. À 5h51, le vol Metrojet 9268 s'élève dans les airs. L'avion a décollé normalement. Pas de problème au décollage, pas de problème en montée. Sa trajectoire de vol part au nord-est de Sharm el-Sheikh, longe le golfe d'Aqaba, puis vire plein nord pour passer au-dessus de Chypre, de la Turquie et de l'Ukraine, avant de pénétrer dans l'espace aérien russe jusqu'à Saint-Pétersbourg. Le temps de vol prévu est de 4h40. Metrojet 9268, préparez-vous à contacter Nicosie. Fréquence locale. Affirmatif. On vous préviendra quand on quittera l'espace aérien égyptien. 20 minutes après le décollage, le contrôle aérien égyptien est prêt à confier l'Airbus au contrôleur chypriote. À cet instant, il montait encore. Je vais regarder mon emploi du temps de la semaine. Une fois le voyant de ceinture de sécurité éteint, les passagers peuvent se déplacer librement. Entrez. Deux tasses de thé pour ces messieurs. Merci beaucoup. Vous êtes la meilleure. Puisque vous le dites, le thé est offert. Le vol 9268 atteint son altitude de croisière à 31 000 pieds au-dessus de la péninsule du Sinaï. Le désert du Sinaï occupe environ un tiers de l'Égypte, qui fait en superficie plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est donc une immense étendue désertique. Dans la tour de contrôle, tout se passe normalement. Puis soudain, à 6h13, le vol 9268 a un comportement étrange. Il avait dépassé les 31 000 pieds, puis tout à coup, l'éco-radar a changé. L'Airbus semble chuter. Metrojet 9268. Vous rencontrez des difficultés? La première réaction du contrôleur, c'est de se dire « Je rêve, c'est réel ou c'est moi ?» Metrojet 9268. Et soudain, il a disparu de l'écran. Son altitude a chuté et il a disparu. Là, on ressent une décharge d'adrénaline. Vous me recevez? Nous venons d'apprendre que le vol Metrojet 9268, un avion russe, a disparu des écrans radars ce matin. Les autorités égyptiennes ont confirmé que l'avion s'était écrasé dans le nord de la péninsule du Sinaï et que l'armée de l'air égyptienne avait localisé l'épave. Quand les secours arrivent sur place, ils comprennent rapidement qu'il n'y a aucun survivant. Les 224 passagers et membres d'équipage sont tous morts. Presque toutes les victimes étaient des citoyens russes qui rentraient de vacances. À Saint-Pétersbourg, la nouvelle de la catastrophe ne tarde pas à se répandre. Mesdames et messieurs, le départ du vol Kogalim Avia 9267 à destination de Sharm el-Sheikh est repoussé à 18h. Le crash du vol Metrojet est l'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation russe. Une nation exige des réponses. Comment cela a-t-il pu se produire? Un Airbus ne tombe pas du ciel sans raison.
Cela a amené tout le monde à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des milliers de touristes étrangers sont bloqués en Égypte, dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, où les avions sont cloués au sol. La Russie et l'Égypte invitent à ne pas tirer de conclusions hâtives. Dans le désert du Sinaï, une équipe internationale d'enquêteurs se rassemble près du lieu où s'est écrasé le vol Metrojet 9268. Les enquêteurs égyptiens vont travailler main dans la main avec leurs homologues russes pour tenter de déterminer ce qui s'est passé. Pour les deux nations, l'enjeu est de taille. Les Russes ont perdu beaucoup de compatriotes dans cet avion et ils ne veulent pas que la sécurité des compagnies russes soit remise en question. Quant à l'Égypte, cet accident s'est produit dans son espace aérien et elle ne veut pas non plus que son professionnalisme dans le domaine aéronautique soit remis en question. Content de te revoir. Moi aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a? L'équipe dresse une carte de l'épave, comme l'a souvent fait Stephen Moss, ancien enquêteur en chef de l'AAIB, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens. Établir une carte de l'épave ou de la traînée de débris fait partie des procédures fondamentales quand on enquête sur un accident aérien. Voilà ce qu'on a trouvé. L'empennage est ici. Les ailes et l'avant du fuselage sont ici. À près de 5 km. Quelle horreur. Les débris de l'avion se sont éparpillés en formant une traînée de 13 km. La longueur de la traînée fournit un premier indice important. Il s'est disloqué en plein vol, à bien plus de 20 000 pieds. Elle permet d'établir que l'appareil s'est désintégré à haute altitude. C'est la seule explication au fait que les restes de l'Airbus soient aussi dispersés. Si l'appareil était resté intact jusqu'à ce qu'il s'écrase au sol, le champ de débris serait bien plus resserré. Le premier but des enquêteurs est de comprendre pourquoi le vol Metrojet 9268 s'est disloqué. Ils constatent que les deux moteurs de l'appareil sont calcinés et qu'ils sont complètement détachés des ailes, qui servent également de réservoir de carburant. Explosion des réservoirs? Comme le TWA-800? En juillet 1996, un Boeing 747 a explosé et s'est abîmé en mer quelques minutes après son décollage de l'aéroport JFK à New York. Une des plus longues enquêtes de l'histoire de l'aviation a permis de conclure qu'un court-circuit avait fait exploser le réservoir central de carburant. Un tel scénario a-t-il pu se reproduire en Égypte? Au départ, les autorités égyptiennes ont émis l'idée qu'un réservoir aurait pu exploser. Les pompes à carburant ont un moteur électrique. Un court-circuit enflamme le carburant, l'aile explose. Rassemblons les débris dans le hangar pour voir ça de plus près. C'est en cours. Et les boîtes noires? Elles vont bientôt être analysées. Les enregistreurs de vol pourraient contenir les indices que cherchent les enquêteurs. Mais la récupération et l'analyse des données prendra du temps. Allô? Alors qu'ils s'apprêtent à approfondir la piste de l'explosion d'un réservoir, les enquêteurs apprennent une nouvelle qui pourrait tout changer. Vraiment? Des rumeurs évoquent un attentat terroriste. Il est encore trop tôt pour désigner la cause de l'accident, mais la zone du crash est le théâtre d'affrontements réguliers entre des groupes terroristes et l'armée égyptienne. Les derniers combats ont eu lieu cet été. Pendant longtemps, la péninsule du Sinaï a échappé à tout contrôle du gouvernement. N'importe quel groupe en quête d'une base opérationnelle pouvait facilement se cacher dans les montagnes, dans les grottes ou tout simplement dans l'immensité du désert. Bien que des tensions internationales ne puissent être exclues, les enquêteurs ont besoin de faits concrets. Ils ne peuvent pas tirer de conclusions sur la base de spéculations.
Ça ne me satisfait pas en tant qu'enquêteur. Et je ne pense pas que cela puisse satisfaire quelque pays que ce soit. N'importe qui demanderait à voir des photos et des preuves pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ce groupe terroriste a revendiqué l'attentat. Un groupe terroriste lié à l'État islamique, qui se bat pour conquérir de nouveaux territoires au Moyen-Orient, affirme avoir abattu le vol Metrojet 9268. Il dit avoir agi en représailles des opérations militaires russes en Syrie. Bien qu'aucune preuve ne vienne étayer cette revendication, le bruit court que les terroristes auraient tiré un missile sol-air. Quand j'ai regardé le champ de débris, je me suis dit, encore un crash horrible provoqué par un engin explosif qui a atteint l'avion. Au départ, il y avait de bonnes raisons de supposer qu'il s'agissait d'un missile sol-air. Ce groupe en avait déjà utilisé, notamment au début de l'année 2014, où ils ont réussi à abattre un hélicoptère égyptien. Ils avaient aussi publié des photos de différents missiles sol-air qu'ils avaient dans leur arsenal. Après la chute du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, des miliciens ont pillé ses dépôts d'armes et inondé la région de lance-missiles d'épaule de fabrication russe. Les enquêteurs doivent déterminer si ces armes sont assez puissantes pour atteindre un avion de ligne volant à son altitude de croisière. Voici leur missile. L'avion était à 31 000 pieds. Quelle est leur portée? C'est ce que je me demandais. Regarde. Les enquêteurs consultent des documents militaires et font quelques calculs rapides. Ils ont bientôt la réponse qu'ils cherchaient. Ce n'est pas possible. Pas avec ces armes. L'avion volait trop haut pour être atteint par un missile sol-air. Et la première hypothèse d'un attentat de l'État islamique a donc été écartée. Allô? À la télé. Bien, merci. Au revoir. La femme du copilote est interviewée. La théorie du missile tout juste écartée, une autre déclaration publique soulève une nouvelle possibilité. На тот момент еще никто не понимал, точно ли это или нет. Все еще были в ожидании. Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'y comprends rien. Le copilote a appelé sa fille avant de décoller de Sharm el-Sheikh. Qu'est-ce qu'il a dit? Que l'avion avait des problèmes mécaniques. C'est ma fille. Je dois répondre. Je fais vite. Allô? Bonne question. Disons que j'ai connu mieux. J'ai vu des membres de la famille du copilote dire que celui-ci trouvait la sécurité douteuse sur cet avion. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On a dit que l'avion aurait pu avoir de nombreux problèmes. Premièrement, il fallait identifier ces problèmes. Et deuxièmement, déterminer s'ils avaient un rapport avec ce qui s'était passé. Excusez-moi. Les enquêteurs interrogent le dernier mécanicien qui a révisé l'avion à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Parlez-nous du vol Metrojet 9268. On a passé une demi-heure dessus avant le décollage. Ce n'est pas très long. On n'avait plus de temps. Il devait redécoller. C'est une rotation rapide. C'est parfois un impératif chez les compagnies low cost. Elles font travailler les mécaniciens d'arrache-pied pour que l'avion redécolle au plus vite et passe le plus de temps possible en vol à leur rapporter de l'argent. Dans quel état était l'appareil? Pas de gros problème, rien à signaler.
L'Airbus avait 18 ans. Il avait connu plusieurs propriétaires différents. Mais les techniciens de maintenance insistent sur le fait qu'il était sain sur le plan mécanique. Pas d'incident notable par le passé? Rien du tout? D'après ce que je lis, il a eu un tel strike en 2001. On parle de tel strike quand l'arrière du fuselage touche la piste au décollage ou à l'atterrissage. Les dégâts peuvent être plus ou moins importants selon la violence de l'impact. C'est arrivé pendant un atterrissage au Caire. Dégâts importants. La zone concernée doit être réparée avec le plus grand soin. Et bien sûr, c'est un endroit que les enquêteurs examinent de très près. Les registres de maintenance indiquent que la queue de l'avion a été réparée. Mais les enquêteurs ont des raisons d'être inquiets. Ce ne sont pas les dégâts structurels immédiats qui sont dangereux, mais les réparations ultérieures. En 2002, 225 personnes ont trouvé la mort quand un Boeing 747 de China Airlines s'est désintégré en plein vol. La cloison de pressurisation arrière a cédé, arrachant la dérive. La réparation des dégâts dus à un tel strike, effectué 22 ans plus tôt, s'est finalement avérée trop fragile. Les avions de ligne modernes sont conçus pour supporter d'énormes variations de pression atmosphérique. Pendant la montée, de l'air est injecté dans la cabine pour que les passagers puissent survivre à la baisse de pression extérieure. Pendant la descente, le flux est inversé. Ces changements de pression déforment le fuselage. Une mauvaise réparation, comme dans le cas du vol China Airlines, peut être une véritable bombe à retardement. Merci pour votre aide. Les enquêteurs se demandent maintenant si cette réparation effectuée 14 ans plus tôt a pu fragiliser l'Airbus de Metrojet au point qu'il se désintègre. Si les réparations ne sont pas contrôlées régulièrement, cela peut se solder par la destruction de l'avion. Les enquêteurs devaient donc envisager très sérieusement que le tail strike soit une cause possible de l'accident. Les restes déchiquetés du vol Metrojet 9268 ont été récupérés dans le désert du Sinaï et rassemblés dans un immense entrepôt du Caire. Je peux jeter un œil? Les enquêteurs espèrent que les débris pourront leur apprendre si c'est un tel strike mal réparé des années auparavant qui a scellé le sort de l'Airbus. La tâche est titanesque, mais ils doivent savoir s'il s'agit d'une répétition de la catastrophe du vol China Airlines 661. Le tail strike pourrait expliquer que la queue se soit détachée en premier. Oui. On n'a qu'à vérifier toutes les pièces de la queue qu'on trouvera. Bonne idée. L'étape suivante, c'est de retourner voir l'épave et de se demander s'il existe des indices laissant penser que la catastrophe trouve son origine dans la région de la cloison de pressurisation arrière. Les enquêteurs trient les différentes pièces de la queue de l'Airbus. Ils se concentrent sur celles qui ont été réparées après le tail strike. Si on fait des erreurs, ou tout simplement si on fait mal son travail pendant la réparation, des tensions inégales ou anormales s'exercent sur différentes parties de la structure métallique. Cela enclenche le processus de fatigue du métal et des fissures apparaissent. Pour un enquêteur chevronné, la fatigue a des caractéristiques très distinctives. Rien autour de la réparation. Après une analyse exhaustive, les enquêteurs conviennent que la structure de l'appareil était parfaitement saine, y compris sa queue réparée en 2001 à la suite d'un tel strike. Ça vient d'ailleurs. Et les réservoirs? Cherchant encore la cause de la désintégration en vol, ils reviennent à l'une des premières hypothèses, l'explosion des réservoirs de carburant.
Quand un réservoir de carburant explose, il y a normalement des signes visibles sur les parois externes du réservoir qui se bombent vers l'extérieur. Mais rien n'indique que les réservoirs aient explosé. C'est encore une impasse. Très vite, les enquêteurs excluent également la panne moteur et toutes les autres défaillances mécaniques. Apparemment, l'Airbus n'avait aucun problème. Ça n'a aucun sens. C'est frustrant, mais parfois ça se passe comme ça. En Russie, les familles des victimes attendent toujours des réponses. La pression s'accroît sur les autorités russes et égyptiennes. Il y a une tension naturelle quand un avion entier disparaît et que tous ses occupants sont d'un même pays. Le gouvernement russe se sent obligé d'expliquer à ses citoyens ce qui s'est passé, parce qu'ils sont très choqués. Et d'un autre côté, les responsables égyptiens se disent « Ça va nuire à notre secteur touristique ». La commission étudie avec la plus grande attention tous les scénarios possibles quant à la cause de l'accident. Et jusqu'à maintenant, elle n'est parvenue à aucune conclusion à cet égard. La meilleure chance des enquêteurs de comprendre pourquoi 224 personnes sont mortes se trouve maintenant dans l'enregistreur phonique de l'avion. Prêt? Allons-y. Sharm el-Sheikh, Metrojet 9268. Demandons autorisation décollage piste 04 droite. Metrojet 9268, autorisation décollage piste 04 droite. Ils cherchent le moindre détail inhabituel. Une procédure mal suivie par l'équipage ou un son en arrière-plan qui pourrait fournir un indice. 80 nœuds. 80. V1. V1. Rotation. On entend tout ce que les pilotes entendent. Le bruit des moteurs, celui de l'air contre la carlingue et les conversations des pilotes. Et si une autre personne entre dans le cockpit et leur parle, on l'entend aussi. Entrez. 2 tasses de thé pour ces messieurs. Merci beaucoup. Vous êtes la meilleure. Puisque vous le dites, le thé est offert. Metrojet 9268, préparez-vous à contacter Nicosie, fréquence locale. Bon, autant se mettre à l'aise. Je vais regarder mon emploi du temps de la semaine. C'est tout? Tout est normal, les bruits dans le cockpit, les conversations, et soudain, tout s'arrête. Repassez la fin, mais cette fois, essayez d'atténuer les bruits de fond. Autant se mettre à l'aise. Je vais regarder mon emploi du temps de la semaine. C'est quoi ce bruit? Est-ce que vous pouvez l'isoler? Je vais regarder mon emploi du temps de la semaine. On entend un bruit, c'est comme un boom. On dirait un début d'explosion. C'est un indice convaincant qui fait penser à une explosion à bord. L'équipe veut maintenant exploiter l'enregistrement au maximum. Si on sait d'où vient ce bruit, on trouvera peut-être l'origine de l'explosion. Quelque chose se passe et tout s'arrête. Ce détail en lui-même nous dit quelque chose. Il nous apprend qu'il y a eu un événement aussi soudain que violent. L'enregistreur phonique, ou CVR, a enregistré ce qui semble être une explosion. Pour savoir ce qui aurait pu la provoquer, les enquêteurs doivent d'abord déterminer d'où provenait le bruit. L'enregistreur phonique fournit un indice caractéristique à ce stade. Il s'agit d'un bruit de nature indéterminée. Il faut donc réaliser une analyse spectrale de la fréquence sur le domaine temporel de ce bruit.
Le CVR enregistre les bruits dans le cockpit grâce à 3 microphones. Un sur le casque du commandant de bord, un autre sur le casque du copilote, et un dernier, le microphone principal du cockpit, entre les deux pilotes. Pompe hydraulique. Sur auto. Si les enquêteurs trouvent quel micro a capté en premier le bruit de l'explosion, ils sauront de quel côté de l'avion elle venait. Voilà. D'abord le micro du commandant de bord, puis le micro central et enfin celui du copilote. J'en conclus que l'explosion venait du côté gauche de l'avion. Mais d'où? Une explosion produit 2 types d'ondes différentes. Une onde de choc parcourt le fuselage à une vitesse pouvant atteindre 4900 mètres par seconde. Et une onde sonore bien plus lente se propage dans l'air à 335 mètres par seconde. Ces 2 ondes ont été captées par les microphones du cockpit. On peut zoomer sur le micro du commandant de bord? En mesurant l'écart de temps qui sépare les 2 ondes, il est possible de localiser l'origine de l'explosion. Voici l'onde sonore et l'onde de choc. L'onde sonore a atteint le micro un peu plus d'un centième de seconde après l'onde de choc. Un instant. Le bref intervalle de temps entre les 2 ondes est un indice précieux pour les enquêteurs. Ils connaissent la vitesse de chaque onde. Grâce à l'intervalle qui les sépare, ils peuvent calculer précisément la distance qu'elles ont parcourue. Je crois que ça vient de l'arrière de l'avion. Ici. Sur le côté gauche. Près de la queue. C'est cohérent. Grâce à ce calcul, les enquêteurs savent désormais où l'explosion s'est produite. Ils veulent maintenant savoir ce qui l'a provoquée. Ils espèrent que la partie arrière de l'avion leur fournira un indice. Viens voir. En réexaminant l'épave, ils font une découverte riche d'enseignements. Quoi? Regarde. Plusieurs pièces du fuselage sont criblées de trous suspects. Je crois que j'en ai vu un ailleurs. Ici. Je vois à quoi tu penses. Les gars, faites de la place. Aidez-moi à porter ça. Au milieu. Approche-la. L'analogie la plus évidente, c'est le puzzle. On a toutes les pièces, mais on ne voit rien tant qu'on n'a pas commencé à les assembler pour former une image. C'est là qu'a eu lieu l'explosion. En remettant les pièces côte à côte de façon logique, on pouvait voir les contours du trou. Cette découverte corrobore l'analyse de l'enregistreur phonique. Les enquêteurs ont la preuve irréfutable qu'une explosion a eu lieu à l'arrière gauche de l'avion. Ignorant toujours la cause de l'explosion, ils ordonnent une analyse chimique des débris proches de cette zone. La clé d'une enquête sur un accident aérien, c'est d'examiner minutieusement la moindre broutille, le moindre petit détail. Le travail du chimiste légiste du laboratoire consiste à récupérer des résidus sur les débris de l'avion et à les analyser grâce à des appareils suffisamment sensibles pour déceler la présence de quantités infimes de matière explosive non détonée. Les tests du laboratoire sont concluants. Il y a des résidus d'explosifs sur l'épave. Ce qui signifie qu'il y avait une bombe à bord du vol Metrojet 9268.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi fait une déclaration publique dans laquelle il accuse des terroristes d'être à l'origine du crash. Quel but visait-il? Il voulait dégrader nos relations avec la Russie, et si possible avec le reste du monde, de façon à ce que nous nous retrouvions isolés. Sa position rejoint celle du service fédéral de sécurité russe. Il s'agissait d'un attentat terroriste. La plus grande partie du puzzle est maintenant reconstituée, mais d'importantes questions restent sans réponse. On sait que l'avion a été abattu par une bombe. Comment est-elle arrivée à bord et sous quelle forme? Ils avaient quelqu'un à bord? Faites une enquête sur chacun de ces passagers, s'il vous plaît. Les services de renseignement américains et britanniques ont révélé avoir intercepté des conversations entre islamistes anglophones dans les jours précédant l'attentat. Il en ressortait qu'une action de grande ampleur était prévue dans le Sinaï. Regarde ça. Le fait qu'il y ait eu des communications en anglais indiquait que les services d'opération extérieure de l'État islamique auraient pu jouer un rôle dans cette opération. C'est peut-être Daesh. Viens voir. De 2014 à 2016, l'État islamique publie en ligne un magazine de propagande appelé Dabiq. Ils ont leur propre magazine? Un des numéros contient une revendication stupéfiante. Et ils disent avoir bourré une canette d'explosifs. Glaçant. Implausible. La quantité d'explosifs qui pouvait être cachée dans cette canette de 33 centilitres, suivant l'endroit où elle était placée dans l'avion, pouvait suffire à provoquer le crash. Les enquêteurs se demandent à présent si un passager aurait pu éviter les contrôles de sécurité de l'aéroport et introduire la bombe à bord. C'est la passagère qui était assise près de la bombe. Vous pouvez mettre votre sac sous le siège? Je me suis renseigné sur elle. Elle avait 15 ans et elle était avec sa mère. Aucun lien avec le terrorisme. Les enquêteurs doivent affiner la liste des suspects. Ils épluchent le manifeste des passagers en quête d'une personne pouvant être liée à Daesh ou d'autres groupes extrémistes violents. Mais leurs recherches ne donnent rien. Ils décident alors de retourner voir l'épave, espérant localiser précisément l'endroit où la bombe a explosé, à l'arrière de l'avion. S'ils parviennent à déterminer l'emplacement exact de la bombe, cela pourrait les aider à démasquer la personne qui l'a posée. Quand on a des trous faits par des éclats de métal sur d'autres parties de la structure, il est possible d'estimer où se trouvait l'épicentre de l'explosion. Les enquêteurs reconstituent la partie de l'avion où la bombe a explosé. Ils reconstituent même l'explosion. Il suffit d'introduire des tiges métalliques dans les trous faits par les éclats et de regarder où elles se rejoignent. Cela donne une idée de la façon dont l'avion s'est disloqué à cet endroit. On peut voir sur certaines parties du revêtement de l'avion comment le fuselage a été déchiré. Parfait. C'est cohérent. C'est le compartiment des bagages volumineux. Donc, ce n'était pas un passager? Non. Les équipes au sol? Le personnel au sol de l'aéroport de Sharm el-Sheikh compte des centaines d'employés qui conduisent des camions, ravitaillent les avions et manipulent les bagages. Leur accréditation de sécurité permet à la plupart d'entre eux d'accéder aux avions bien plus facilement qu'un passager. Les enquêteurs se concentrent sur le personnel qui travaillait le matin de l'attentat. Je crois que c'est notre homme.
Selon une rumeur non confirmée, l'État islamique s'est rendu compte qu'un de ses membres avait un proche qui travaillait à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Cela permettait de mettre sur pied un attentat à l'aéroport. Des preuves très concrètes viennent maintenant étayer une théorie convaincante sur ce qui est arrivé au vol Metrojet 9268. Quand le bon moment est arrivé, l'État islamique a fait jouer ses relations et a forcé son contact, qui était bagagiste, à placer une bombe à bord de l'avion. Ils ont peut-être corrompu des policiers pour qu'ils regardent ailleurs. Ils l'avaient déjà fait lors de précédents attentats et ils ont réussi à recruter des policiers qui leur ont fourni des informations ou qui ont fermé les yeux. Une fois les contrôles de sécurité franchis, le bagagiste n'aurait eu aucun mal à placer la bombe dans l'avion. Sharm el-Sheikh, Metrojet 9268. Demandons autorisation décollage. Piste 04 droite. Metrojet 9268, autorisation décollage, piste 04 droite. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux, les pilotes russes n'ont aucun moyen de savoir que sous leurs pieds, dans la soute à bagages, se trouve une bombe réglée pour exploser à l'altitude de croisière. V1. Rotation. L'Airbus approche des 31 000 pieds. Immédiatement après l'explosion, en 1 seconde ou 2, le reste de la structure commence à se disloquer. Metrojet 9268. L'avion se dépressurise. C'est à ce moment qu'il est littéralement, je ne peux pas le dire de façon plus claire, mis en pièces. On ne peut pas survivre. L'attentat du vol Metrojet nous a fait comprendre l'importance que nous devions attacher à la sécurité. Avant même qu'un rapport officiel sur le crash du vol Metrojet ne soit publié, les autorités de sûreté aérienne demandent des contrôles plus stricts pour les employés d'aéroports afin de réduire les risques qu'une telle catastrophe se reproduise un jour. Y a-t-il une procédure de contrôle pour s'assurer que les employés, pendant la durée de leur contrat, ne sont pas influencés par des éléments extérieurs? Leurs croyances ont-elles changé? Une organisation comme l'État islamique, par exemple, a-t-elle réussi à convertir quelqu'un qui était déjà en poste et avait passé avec succès les tests d'embauche? Il faudrait consacrer plus de ressources à la sécurité, sur le plan humain et matériel. Ça coûtera cher? Oui. Mais vaut-il mieux sacrifier de l'argent maintenant ou des vies plus tard?